matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur Samir Hamama. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes gynécologue, Samir Hamama. Vous êtes chef du service de biologie de la reproduction du CHU de Montpellier, co-auteur d'un rapport sur les causes de l'infertilité. Votre rapport a presque 2 ans. Il prenait la poussière sur une étagère quelque part dans l'un des bâtiments de l'appareil d'État jusqu'à mardi soir. Et l'annonce par Emmanuel Macron d'un plan de lutte nationale contre l'infertilité. Est-ce que vous vous y attendiez, Samir Hamama? Avez-vous été mis dans la confidence de l'annonce de ce plan? Non, pour être honnête avec vous, non, je n'ai pas été mis dans l'évidence, mais ceci dit, c'est vrai, ça fait 2 ans que j'ai rendu le rapport au ministère, mais l'un de ces axes prioritaires que nous avons identifiés avançait énormément, c'est-à-dire le soutien à l'innovation et de la recherche. Car le gouvernement nous a accordé 30 millions d'euros sur 2 thèmes majeurs, l'un la fertilité, l'autre l'endométriose, et que les appels d'offres vont sortir à la fin de mois. Mais c'est quoi l'infertilité? Peut-être pour commencer, Samir Hamama, par rapport à la stérilité, par exemple. C'est une gradation, si je puis dire, vers l'état d'incapacité de pouvoir faire des enfants? L'infertilité, c'est l'incapacité de pouvoir concevoir à la maison, sans aide médicale. La stérilité, ça veut dire que vous êtes condamné définitivement à être stérile en l'absence d'une préservation de votre propre fertilité. Oui. Et quelle est l'ampleur du phénomène de l'infertilité aujourd'hui, Samir Hamama? C'est énorme, car aujourd'hui, en France et dans le reste du monde, un couple sur 6 en âge de procréer a des soucis pour faire son bébé. Premièrement. Deuxièmement, si on indexe cela sur l'âge de la femme, si la femme a 30 ans, il a une chance sur 4 de s'exposer à ces problèmes. S'il en a 35, il a une chance sur 3, et s'il en a 40, il a une chance sur 2. Et on dit souvent les femmes, mais les hommes aussi, Samir Hamama. Absolument. Oui. Je pense qu'il y a 2 choses à savoir. Il suffit de regarder l'âge moyen aujourd'hui de premier accouchement en France, et qui est aux alentours de 31 ans et 2 mois. Et il y a 30 ans, on était aux alentours de 24 mois. Donc ces reculs d'âge provoquent et créent quelque part ce que j'appelle une des causes de l'infertilité, ce qu'on appelle la cause sociétale. Voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous, c'est l'infertilité. Bon, on a beaucoup commenté les chiffres de la baisse de la natalité, et on y voit effectivement des causes sociales, des causes sociétales, le fait que l'individualisme prenne le pas, on pense à sa vie à soi, on n'a pas forcément envie de faire des enfants, ou on attend tard dans la vie, à un moment où l'horloge biologique, malheureusement, fait que c'est plus difficile d'avoir des enfants. Mais il y a d'autres causes aussi, et celles-là, on peut normalement lutter contre, Samir Hamama. Quelles sont les causes globales de l'infertilité? Absolument. Grosso modo, pour faire simple, il y a 3 sortes de causes. Cause sociétale, on vient d'évoquer quelques mots, cause environnementale et cause médicale. Donc, savez-vous, par exemple, dans les causes sociétales, 30% des enfants nés actuellement en France sont nés d'une mère âgée de 35 ans et plus, et d'un père de 38 ans et plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, malgré la baisse de natalité que tout le monde en parle à juste titre, eh bien, il y a une catégorie d'âge où la natalité ne cesse d'augmenter, c'est la femme de 40 ans ou plus. Mais à vous entendre, Samir Hamama, pour relancer la natalité, en tout cas pour que ce soit plus facile de faire des enfants, il suffirait en substance de s'y mettre plus tôt. Bon, plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais malgré tout, quand même, regardez, moi j'ai vu ce chiffre, j'étais assez étonné. Si on prend le spermogramme d'un grand-père d'aujourd'hui et qu'on le compare à celui de son petit-fils, on constaterait qu'il y a moitié moins de spermatozoïdes aujourd'hui dans le sperme d'un homme de 20 ans que dans celui d'un homme de 70, 75 ans, Samir Hamama. C'est exact. Comment ça? Mais non, mais vous dites, c'est dû à quoi, ça? Ça montre bien qu'il y a un effet transgénérationnel. Oui. Et aujourd'hui, on a des données assez, je dirais, robustes sur la santé de la reproduction reproductive masculine. Mais c'est dû à quoi, cet effondrement? Je vais vous le dire. Ça fait grosso modo 2 facteurs, soit cause environnementale, et j'en parlerai quelques mots. C'est-à-dire environnementale? Environnementale, par exemple, les perturbateurs endocriniens. Vous savez, ce sont des substances les phtalates, absolument. Oui. Ce sont des substances qui bisphénol A, dont on a beaucoup parlé. Absolument. Ce sont des substances qui parasitent notre système de régulation hormonale. Elles se trouvent dans l'air, dans le sol et dans l'eau. Et vous dites que ce qui est assez... Vous avez parlé de facteurs transgénérationnels, c'est-à-dire que le bisphénol A, qui amoindrirait la fertilité d'un homme,
eh bien, on transmet ça à ses enfants. Absolument. C'est sans retour. Au fait, on a un exemple qu'on n'a pas tiré toute la leçon, le Destilben. Le Destilben, le DOS, c'est une hormone de synthèse qu'on donnait aux femmes après la Deuxième Guerre mondiale pour éviter la survenue de fausses couches. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui, la petite fille ou le petit-fils, dont la grand-mère a pris cette hormone, elle paye la note pour sa grand-mère. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a à cela s'ajoutent les gènes de vie. Par exemple, l'obésité. Par exemple, le tabac, l'alcool, les substances psychoactives, le mal de sommeil, les sports intenses. Oui. Et même si vous me dites aujourd'hui, je vais habiter dans tel endroit, je vous dis, regardez dans un périmètre de 5 à 10 kilomètres s'il n'y a pas de déchetterie, s'il n'y a pas d'usine, pétrochimie, s'il n'y a pas de culture, de l'agriculture intensive. Mais ces substances sont partout. Est-ce que c'est réversible? Est-ce que cette fertilité perdue à cause de la chimie, est-ce que vous pensez, Samir Hamama, qu'on peut retrouver la fertilité perdue? Parce que moi, j'ai lu des phrases terrifiantes dans les rapports, je vais les donner, parce que quand je lis que ça peut menacer la survie de l'humanité, on se dit, waouh, quand même, c'est assez terrifiant. Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré parce qu'on a un index bien connu, s'appelle l'index de fécondité, étant défini par le nombre d'enfants par femme. Le seuil de remplacement étant à 2,1. Et aujourd'hui, l'Europe, sa moyenne aux alentours de 1,3. La France, en l'espèce d'une quinzaine d'années, on est passé de 2,3 à 1,68 les dernières données. Vous dites qu'il y a des pays qui pourraient disparaître. Oui, si vous prenez le Taïwan, si vous prenez la Corée du Sud, si vous prenez le Japon, si vous prenez même la Russie. La Russie, aujourd'hui, comme l'Ukraine, ils ont un index de fécondité extrêmement bas. Donc c'est la raison pour laquelle je pense la meilleure façon de lutter et de ralentir, c'est une vraie stratégie de prévention. C'est-à-dire sur les modes de vie, ce que vous nous disiez, l'alcool, le sport, absolument. etc. Ça voudrait dire, dans le cadre, et cette stratégie de prévention, on ne commence pas à l'âge adulte, une fois qu'on est au lycée ou à l'université, il faut commencer dès l'adolescence. Aujourd'hui, il y a presque 2 heures de cours d'éducation sexuelle. On vous parle de contraception, de l'IVG, d'infections sexuellement transmissibles. On vous parle de comment ne pas avoir d'enfants, mais ce serait bien qu'on parle de comment en avoir. Il faut en parler de ces sujets sans culpabiliser, ni moraliser, ni faire porter le fardeau, ni paraître pronataliste. Mais simplement, aujourd'hui, il faut informer et éduquer à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Un chiffre que vous m'avez donné hors antenne, Samir Hamama, vous m'avez dit, vous savez que dans la ville de Moscou, il y a pratiquement autant de centres de fécondation in vitro que dans toute la France. Exact. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en Russie, on a pris conscience du problème et en France, on n'a pas vraiment? Absolument. Vu leur index de fécondité qui est assez bas, eh bien, c'est la raison pour laquelle la PMA, comme on dit dans notre jargon, fournit de plus en plus d'enfants. Regardez la Finlande, par exemple, comme le Danemark, 10% des enfants nés sont au-dessus de la PMA. Nous, en France, on est aux alentours de 4%. Dernière question. Le professeur René Friedman, le pionnier des bébés éprouvettes, publie un livre ces derniers jours dans lequel il dit « La médecine, c'est vrai, repousse les limites de techniques de reproduction. Demain, il y aura des utérus artificiels, par exemple. » Il raconte ça. Mais il dit « Attention, il y a peut-être un hubris du corps médical, comme s'il avait le pouvoir de pallier tout ou partie de l'infertilité. » Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas du tout d'accord avec René, car je pense qu'il faut rester humble et modeste. On a je dirais, les résultats de PMA. Aujourd'hui, justement, il faut cesser de croire que la PMA est une baguette magique. Ça marche dans le 20-25%. Vous avez plus de 40% de couples qui quittent le circuit sans enfants. Lui dit la même chose que vous. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a 2 choses que les Français doivent savoir. La fertilité diminue avec l'âge, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Chez la femme, il est optimal à l'âge de 25 ans. Et donc, au-delà, ça décline. Et puis, cette croyance excessive en PMA n'a pas de raison d'être. Merci beaucoup, professeur Samir Hamama, d'être venu au micro d'Europe 1. Et le rapport que vous avez co-signé, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus le nom de votre co-auteur, mais il est disponible, on peut le trouver très facilement. Voilà, il est très facile à trouver sur les réseaux sociaux, Internet, ça circule beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Bonne journée à vous.